Il n'est pas très fréquent de voir en Afrique un homme aussi puissant qu'un directeur de cabinet d'un président aller en prison pour une affaire de corruption ou de détournement. Et pourtant, c'est ce qui vient de se passer en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, l'allié de Félix Tshisekedi au sein de la coalition Cash, a été reconnu coupable dans le procès dit des 100 jours, au même titre qu'un homme d'affaires d'origine libanaise, dans le cadre de l'exécution de projets d'infrastructure. L'homme politique, pourtant très influent sur la scène congolaise ces dernières décennies, continue de clamer son innocence. Cette condamnation marque-t-elle un tournant dans la reddition des comptes? Quel est l'avenir de la coalition au pouvoir dont Kamerhe était l'un des ténors? Réponse dans quelques minutes. « 80 millions de Congolais sont plongés depuis plusieurs semaines dans le suspense du procès des 100 jours impliquant Vital Kamerhe. Et le 20 juin, le verdict du tribunal de grande instance de Kinshasa est tombé. 20 ans de travaux forcés, la peine maximale pour détournement de fonds publics et corruption aggravée et 10 ans d'inéligibilité. Retour avec Patrick Abega sur un verdict historique. Le meilleur président de l'Assemblée de l'histoire de notre pays. Depuis toujours, la RDC est cataloguée comme le paradis de la corruption et de l'impunité pour les hommes au pouvoir. Cette affaire est donc de nature à faire jurisprudence. On doit dire que les magistrats du parquet, comme les autres agents de la justice, ne doivent pas à chaque fois attendre à ce qu'il y ait une injonction pour entamer une enquête. S'il n'y a pas d'enquête dans les autres cas, la décision qui a été rendue sera interprétée comme un acte visant à écarter l'un ou l'autre acteur politique. Avancée historique aux manœuvres politiciennes, cette affaire est largement commentée au pays. Mais l'UDPS du président Tshisekedi, accusé d'avoir sacrifié un allié en vue de la prochaine présidentielle, se refuse à tout commentaire. La société civile, quant à elle, insiste pour que ces procès exemples aillent jusqu'au bout et qu'ils soient les premiers d'une justice inédite en RDC. Que la justice ne puisse pas s'arrêter à ces niveaux. Parce qu'il n'y a pas que ces cas-là, non seulement sous les régimes du président Tshisekedi et le régime précédent du président Kabila, il y a eu des malversations financières qui ont été dénoncées, mais n'ont jamais connu un début d'enquête. Partisans de Vital Kamerhe dénoncent un procès politique, mais gardent encore espoir en la justice congolaise. De leur côté, les avocats de Vital Kamerhe ont déjà annoncé leur intention de faire appel. Patrick Abega, VOA Afrique, Kinshasa. Voilà, merci beaucoup Patrick Abega pour ce reportage. Et pour le débat, nous avons 3 invités. À Kinshasa, nous avons Carlos Moupouli, président de la Dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement. Et toujours dans la capitale congolaise, nous avons Marcel Ngoui, journaliste éditeur du journal Prospérité. Et ici à Washington, mon collègue journaliste Eddie Isango, ici à VOA Afrique. Merci donc à tous. Je démarre avec vous, Carlos. Vous avez suivi ce débat, disons ce procès en tant qu'avocat d'abord et puis militant des droits humains. Vous êtes satisfait de ce verdict de condamnation des principaux accusés dans le procès dit des 100 jours? Certainement, pour toute la population, nous voulons la lutte contre l'impunité des crimes économiques. Ça se levait de toute la population, d'autant qu'il y avait un rapport qu'il y a 15 milliards de dollars que nous perdons dans la corruption et les détournements de deniers publics. Mais par rapport au procès dit des 100 jours, tous les défenseurs des droits de l'homme et comme la population est resté dans la soif. C'est un procès qui s'est déroulé, mais avec beaucoup de faiblesses par rapport au droit procédural. C'est qu'il y a eu des griefs qui ont été retenus
au niveau de la phase préjuridictionnelle, donc au parquet général près la cour d'appel de Matete. C'était 2 charges. Et au niveau de la citation à prévenir, les griefs ont été abandonnés et le ministère public en a pris d'autres. Et on s'est posé la question comment on pouvait arrêter, mettre quelqu'un en détention préventive alors il avait affirmé qu'il y avait des indices de culpabilité. Ça, c'est un premier problème au niveau de la phase préjuridictionnelle. À la phase juridictionnelle, donc devant le juge, nous sommes restés dans notre soif parce que le ministère public, pendant 4 audiences et même les jours de plaidoirie, n'a pas été à mesure de présenter vraiment le preuve d'accusation de détournement de deniers publics, que ce soit dans les dossiers Kamere Jamal et Kamere Mouima. Alors, d'accord, on pourra revenir dans les détails sur tout cela. Alors, Marcel Ngoyi, quel est le sentiment à Kinshasa? Est-ce que ce procès est vu comme une manière de dire que désormais personne n'est au-dessus de la loi, ou plutôt c'est vu comme un procès politique? Bon, c'est d'abord un signal fort contre tout ce qu'on appelait autrefois les intouchables. Dans ce pays, c'est une première qu'on puisse juger un directeur de cabinet du chef de l'État. C'est une première qu'on puisse aller toucher le pouvoir dans ce qu'il a d'essentiel, à la tête, au sommet. Donc, le fait d'inviter un directeur de cabinet et d'en faire un détenu pour des raisons qui ont été évoquées par ceux qui maîtrisent les rouages de la justice, et puis de le déférer devant les juges, est déjà un grand pas en direction de la restauration de ce qu'on a appelé état de droit. Deuxièmement, le fait d'avoir mis la main sur tous ceux qui ont été cités comme témoins, à charge comme à décharge, c'est déjà aussi quelque chose d'important en direction de la restauration de ce qu'on appelle aujourd'hui les lettres de noblesse de la justice. Et donc, loin d'aller dans le détail par rapport à comment ça s'est déroulé, les préventions qui ont été retenues, mais déjà le fait de faire comparaître ou d'amener ceux qui dirigent ou qui ont dirigé le pays pendant une période d'une année, comme cela a été avec Vital Kamerhe, c'était déjà un grand pas, un signal qui a été salué par tous les défenseurs des droits de l'homme, aussi bien ainsi que le peuple congolais. Donc à ce stade, je considère que les choses sont engagées dans la bonne direction, même si beaucoup reste à faire en termes de procédure. Les condamnations qui ont été faites ont été des condamnations au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Les avocats de toutes les personnes qui ont été retenues ou reconnues coupables ont décidé ou ont promis d'aller en appel. Donc, après l'appel, il y a la dimension de la cassation. Et n'oubliez pas que pour un homme comme Kamerhe, il y a une dimension internationale qui est pilotée par Pierre-Olivier Sur au niveau du groupe de travail des Nations Unies. Donc, il y a des procédures internes qui sont jusque-là loin d'être terminées. Mais il y a d'autres phases de procédures qui seront là. Donc, à notre avis, une chose est de prendre... Je voulais rapidement aller vers Eddy. Marcel. Alors, Eddy, la lutte contre la corruption était un thème de campagne majeur pour le candidat Tshisekedi quand il était candidat pour ces élections. Mais beaucoup ne s'attendaient pas à ce que son principal allié au sein de Cash en soit l'une des premières victimes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Je crois que le président Félix Tshisekedi les disait, les prévenait, ceux qui se souviennent de ses discours, même des campagnes, vont se souvenir qu'il avait prévenu. Il y a des extraits qui passent d'ailleurs en boucle sur des réseaux sociaux où il dit bon, dès que nous prendrons le pouvoir, tout celui qui essaiera de se compromettre, ce n'est pas d'ailleurs nous, c'est la justice qui va s'occuper de lui, même s'il est de ma famille, même s'il est un proche, même si on a étudié avec lui. Et vous vous souviendrez aussi, un mois après avoir
pris le pouvoir, il a rassemblé les gens de sa famille pour les mettre en garde. Donc, je crois que c'est ça. Le président voudrait, en fait, afficher une figure de quelqu'un qui suit la ligne de la politique de son parti, qui, en fait, fait de l'état de droit son cheval de bataille. D'accord. Alors, Carlos, c'est vrai que vous soulevez des doutes sur la procédure ayant conduit à la condamnation de Caméré, mais il a encore la possibilité de faire appel, comme le rappelait tout à l'heure Marcel Ngoï. Qu'attendez-vous de la justice pour vous, pour plus de transparence en cas de procès en appel? Non, c'est ça. Lorsqu'on parle de la justice, ce n'est pas une instance de propagande politique. Il faut faire la part des choses. Et j'ai suivi même mon compatriote aller toujours dans le sens de propagande. Non, il s'agit de réprimer l'infracteur si vraiment il y a de preuves. C'est ce que nous sommes en train de demander. On ne peut pas vous estimez qu'il n'y a pas assez de preuves? Mais je vous dis, il y a eu 4 audiences et une dernière journée, c'était de plaidoirie. La partie civile était jusque-là incapable de nous démontrer la valeur de l'objet détourné. C'est-à-dire nous dire dans ces contrats qui est en cours d'exécution, Jamal a manqué d'apporter combien de maisons préfabriquées, parce que le prévenu Jamal criait à haute voix que les contrats est bel et bien en exécution, il y a des conteneurs dans les différents ports, mais pendant plusieurs audiences, la partie civile n'était pas... D'accord. Alors, Marcel, certains estiment que le camp Kabila, qui détient des postes importants dans ce gouvernement et en partie responsable des déboires de M. Caméré, doit-on accorder du crédit à cette hypothèse? Pas vraiment. Je ne pense pas qu'on puisse si facilement mettre la tête du clan Kabila dans cette affaire comme sur l'autel l'a sacrifié. Moi, je suis en train de penser plutôt que lorsque Caméré arrive aux affaires et qu'une première offre lui est donnée via des personnes qui lui sont proches, nous sommes le 23 janvier 2019. Il n'était pas encore directeur de cabinet et donc il n'était même Félix Tshisekedi n'avait pas encore prêté serment. Lorsque Tshisekedi présente son programme d'urgence à la place de l'échangeur, le 2 mars, lorsqu'on vous parle du plan de décaissement où on avait retenu la société Samibou avec 60 millions, à ce moment-là, Félix n'avait même pas encore parlé. Lorsque le premier décaissement sort de caisse du Trésor public le 18 mars 2019, mais c'est à peine que les réunions commencent à se faire. Donc le détournement dont il s'agit, il ne faut pas qu'on ouvre un coffre. On vous dit que l'argent est sorti des caisses du Trésor. Le gouverneur de la Banque centrale a témoigné avoir et appliqué cette disposition, cette instruction en violation même des principes qui sont et des lois bancaires. Et il est venu, sous l'autorité du ministre des Finances, confirmer que l'argent était sorti. L'argent sort des millions. Et cet argent est porté disparu dans les circuits. Oui. Comment expliquez-vous alors les manifestations sur la réforme provoquée par la réforme de la justice en ce moment? Le soubassement, c'est un peu tout cela ou bien? Ce que je voulais dire en luminaire est qu'il n'est pas facile d'intégrer la dimension politique dans les malversations financières dûment avérées. Il n'est pas possible de chercher l'ombre de Kabila dans une gestion dont l'opacité a démontré ses limites en une année. Il n'est pas aussi facile de rechercher désespérément l'image de Kabila pour venir justifier le décaissement d'argent dont la destination est devenue inconnue au regard de la défense de Jamal et des autres accusés. Donc je considère que la politisation outrance des affaires judiciaires est aussi la racine de tous les maux dans notre pays. C'est pourquoi
je tiens à ce que nous puissions dépassionner. Il faut dépassionner ces débats. Des dossiers judiciaires, la procédure qui a été suivie jusqu'ici, si elle est contestée, il y a des mécanismes d'aller en appel, d'aller en cassation. Il y a même la possibilité de recourir aux instances judiciaires. Il ne nous appartient pas à nous qui commentons de commencer à émettre un jugement de valeur si réellement il y a eu argent détourné, combien. Mais le jugement le dit. Le jugement est explicite. Si vous lisez le jugement, vous trouverez que les préventions telles qu'elles ont été retenues, en définitive, M. Kamere et son monde sont dans la main dans le sac. Et ce qu'il faut absolument faire est qu'ils ont le droit d'aller. Donc, ils ont le droit à la défense. Ici, nous recherchons ce qu'on appelle erga omnes. Erga omnes, la justice pour tous. Tous ont droit à la justice. Marcel. Et tous ont le droit à l'égale protection de la même justice. Donc, c'est ça l'affaire. L'accès à la justice doit être une affaire de tout le monde. D'accord. Alors, Eddy, ce n'est pas la première fois que Vital Kamere est cité dans une affaire de malversation. Il y avait cette affaire de 15 millions de dollars aussi, mais le président Tshisekedi l'avait défendu. Pourquoi? Comment expliquez-vous que cette fois-ci, le président ne semble pas trop, en tout cas selon certains, ne semble pas trop se prononcer publiquement, en tout cas sur cette affaire? Oui, d'abord, le président, si je m'en tiens à ce qu'il dit, je ne suis pas son porte-parole, mais il a toujours dit, en fait, qu'il y a séparation du pouvoir et cette fois-ci, je crois que c'est dans sa politique de laisser la justice s'occuper de cette affaire. Bon, l'affaire des 15 millions, il faut dire que le président Tshisekedi venait de s'installer, que son gouvernement, disons son cabinet, venait de s'installer. Il s'est recherché encore, même s'il voulait mettre en pratique sa politique. Mais c'est au mois de... Après le mois de mars, je crois, quand il est allé à Londres, il a décrété, il a rappelé que cette année serait l'année des actions. Donc, je crois qu'il voulait d'abord observer, s'installer et commencer. Donc, l'affaire des 15 millions, comme c'est un peu à cheval entre le gouvernement qui est passé, donc c'est une affaire du gouvernement qui est passé, qu'on a trouvé, c'était pas facile pour lui de jouer là-dessus. Et comme il a commencé à mettre en pratique sa politique, bon, je crois que c'était bien pour cela que Vital Kamere devait passer devant les juges pour des affaires, parce que c'est lui d'ailleurs qui était le coordonnateur, vous vous souvenez, du programme des 100 jours. Il y avait quelqu'un, un manager, mais lui, il était le coordonnateur. C'est à lui qui revenait la gestion un peu de ça. Il coordonnait, il attribuait des marchés, il faisait beaucoup de choses, vous savez. D'accord. En tout cas, le débat intéresse beaucoup nos téléspectateurs qui ont beaucoup réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. On a par exemple Josué Motoissa à Kisangani qui dit: il ne faut pas chercher à tout politiser car la RDC a besoin d'une société sans corruption et il faut que les juges aillent plus loin pour punir tous ceux qui ont pollué ce pays par la corruption. On a également Jean-Jacques Boukassa Kona à Mbujimaï. Il dit: les vrais détourneurs sont libres. Il était devenu gênant pour l'accord de Nairobi. Et puis Raphaël Mondefo à Kananga. Il écrit: c'est un signal fort pour les autres et que cela ne s'arrête pas là. Les politiciens doivent être responsables lorsqu'on leur confie des tâches. Voilà quelques-unes des nombreuses réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Le procès des 100 jours a suscité beaucoup de réactions en République démocratique du Congo et ailleurs. Je vous propose d'aller à Bukavu, le fief historique de Vital Kamerhe, où notre correspondant Ernest Mouero a recueilli des réactions. Nous avons remarqué une forme d'acharnement. C'est comme si on veut sa mort politique. C'est comme si on ne veut pas qu'il soit à tout prix candidat aux élections présidentielles 2023. C'est pourquoi nous, les femmes du Sud Kivu, nous sommes en train de demander l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe a rendu des services loyaux pour la pacification de ce pays. Ça serait un troisième élément qui constituerait les circonstances atténuantes. Mais le juge n'a pas tenu compte de tout cela. En effet, nous avons compris que c'est un complot politique tout simplement qui s'est réalisé. Si aujourd'hui on peut retrouver des autorités de la trempe de Vital Kamerhe qui sont poursuivies en justice et qui sont condamnées, nous comme militants, comme défenseurs des droits humains, nous ne pouvons que saluer cette avancée tout en insistant que nous n'aurions pas souhaité que la justice puisse rester au seul cas de Vital Kamerhe, parce qu'il y a eu plusieurs cas de détournement, cas de malversation financière, cas de corruption qui ont émaillé notre pays, notamment sous l'ancien régime du président Kabila. Donc on aurait souhaité voir la justice fouiner aussi dans le passé. On veut voir la justice aller au-delà du simple cas de Vital Kamerhe, au risque d'être considéré comme un règlement politique. Ce procès est pour une large part un procès politisé. Primo, d'abord, vous allez comprendre que le juge, dans cette décision qui est considérée comme unique, une décision unique à son genre, conformément à toutes les décisions qui ont déjà été rendues par les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo, le juge n'a fait que le couper-coller du réquisitoire du ministère public. Toutes les peines sollicitées par le ministère public ont été fidèlement rapportées par les juges. Voilà, merci beaucoup Ernest Mouero pour ces réactions à Bukavu. Alors je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. On a Carlos Mupili, président de la dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement à Kinshasa. Toujours à Kinshasa, Marcel Ngoyi, journaliste et éditeur du journal Prospérité. Et ici à Washington, Eddie Issango, journaliste à VOA Afrique. Je reviens vers vous, Carlos. Est-ce que vous soupçonnez une influence quelconque, politique ou étrangère, dans le déroulement de ce procès? Vous savez, lorsque l'organe de la loi n'était pas en mesure de présenter le preuve de son accusation, et que la partie civile n'était pas en mesure de préciser la valeur de l'objet détourné. Il s'agit de combien de millions. Et cela pousse les gens à croire à la thèse de l'Union pour la nation congolaise qu'il s'agit d'un procès politique ou de l'acharnement contre leur président Vital Kamerhe en fait de l'écarter à la course présidentielle de 2023. Et c'est ce qui se dit maintenant dans l'opinion après avoir suivi les procès où beaucoup de choses n'ont pas été expliquées, telles que je vous parlais de la notion de j'ai agi sous l'instruction du président de la République, les condamnations déjà qui ne font pas partie du procès, telles que Amida Kamerhe, Soraya Mpiana et l'autre est l'alias Massaro. Donc tout ça, ça donne l'impression qu'il y avait un verdict avant même le procès. D'accord, on a bien compris votre point de vue. Alors Marcel, pour parler un peu des implications politiques de tout cela, quel est l'avenir de Cash? L'avenir de Cash dépend de l'appréciation que Félix Tshisekedi fait faire à l'évolution de ses relations avec Vital Kamerhe, devenu prisonnier. Et donc, il y a un accord de Nairobi qui faisait l'allié principal et le virtuel candidat de cette coalition Cash lors de la présidentielle 2023. Maintenant que la donne a changé, comme elle avait aussi changé à la veille de son investiture, vous le savez, il n'a pas été confirmé Premier ministre de cet accord-là. Et il a été nommé directeur de cabinet. Et en tant que directeur de cabinet, si
aujourd'hui, il s'est attiré tous les péchés d'Israël, qu'il considérait que pendant la période où il n'y avait pas un premier ministre qui avait l'effectivité du pouvoir, c'est jusqu'au mois de septembre que ce gouvernement sera investi avant que ce gouvernement ne se mette à chercher à réaliser un budget qui sera examiné, adopté, promulgué au 31 décembre 2019. Si Kamer aujourd'hui s'est attiré la foudre, c'est parce que pendant toute cette période de janvier, de janvier 2019 à décembre, jusqu'au mois de décembre, il s'est comporté comme un premier ministre. Il a géré, il s'est substitué et aux attributs constitutionnels du président de la République qu'il a engagé dans toutes ses correspondances, mais aussi aux attributs constitutionnels légalement reconnus des différents premiers ministres. Ilung a été nommé et investi au mois de septembre. Il n'a commencé à gérer réellement que vers le mois de décembre, alors que depuis janvier, le Tchibala a été là, mais comme pour jouer au figurant. Donc, l'avenir politique est sombre et ça dépend de l'appréciation. La donne a littéralement changé. Moi, je pense que historiquement, cet accord est aujourd'hui phagocyté. C'est un accord qui est atomisé. Il faut qu'on puisse revoir le terme. Eddie, il y a c'est vrai, Cash qui doit gérer ses propres contradictions, mais il y a la coalition gouvernementale aussi, FCC Cash. Comment est-ce que vous appréciez tout cela? Quel est l'avenir pour vous? Bon, là, ça dépendra de comment ils vont gérer justement la suite. Mais on voit aujourd'hui que la suite risque d'être difficile parce que la situation, aujourd'hui, il y a des agitations. La cohabitation entre les deux, entre le Cash et le FCC, c'est une cohabitation assez difficile parce que il y a l'ancien régime qui est majoritaire au Parlement qui continue à vouloir diriger alors que le président qui vient de l'opposition n'a que son seul poste du président. C'est à ce niveau-là que les combats et la lutte se déroulent. D'accord, merci beaucoup. Alors, Eddie, on est presque à la fin de cette émission, mais on ne peut pas parler... on ne peut pas ne pas parler de comment la communauté internationale suit tout cela, notamment les États-Unis où nous nous trouvons. Comment est-ce que Washington suit tout cela? Vous savez que Washington est un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité avec le nouveau gouvernement. Depuis que le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il est venu ici à Washington et c'est entre autres basé sur la lutte contre la corruption. Et les États-Unis sont contents de ces poursuites et de toute la lutte contre la corruption. D'ailleurs, l'ambassadeur dit à travers des tweets, tout ça, il voudrait que la corruption s'arrête. Et on sait le voir aussi parce que Herman Cohen, l'ancien sous-secrétaire d'État américain en charge d'Afrique, a félicité aussi après le verdict qui est tombé en disant que le Congo devrait aller dans ce sens-là. Mais on voit aussi à travers les ONG internationales comme celle des Américaines qui soutiennent et qui poussent aussi et qui voudraient que cette lutte contre la corruption ne s'arrête pas seulement à ces procès et aille plus loin et même regarde ce qui s'est passé dans l'ancien gouvernement. On sait, le président Félix Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, a dit qu'il ne voulait pas fouiner et regarder à ce qui s'est passé, mais il a quand même dit que la justice pourrait s'en occuper. Donc on en est là. Les États-Unis suivent avec beaucoup d'attention ce qui se passe au Congo. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et également à travers Facebook et nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À la semaine prochaine. Au revoir.